Bienvenue à tous. Le business de la livraison nous intéresse aujourd'hui. Si la majorité des secteurs souffrent de la crise du coronavirus, ce n'est pas le cas de certains services de livraison. Les achats en ligne, alimentaires ou non, sont en nette augmentation en raison des mesures de confinement. Le leader mondial du e-commerce, par exemple, a engagé 100 000 personnes aux États-Unis pour renforcer ses entrepôts et ses équipes de livraison. Quelles sont les réalités en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire? Nous sommes en compagnie de deux professionnels du domaine. Aminata Kamagaté est restauratrice et chef d'entreprise. Bienvenue. Merci à vous, Monsieur Thomas. Et avec nous également Nadège Rita Kofi, ingénieure marketing et restauratrice. Bienvenue. Merci, Monsieur Thomas. Parlons un peu de votre histoire. Ingénieure marketing, restauratrice. Comment se fait le pont? Je pense que ça va quand même de soi, puisque déjà le marketing, c'est la vente. Et puis, comme on dit, la méthode et puis la façon de pouvoir lancer son produit. Donc, Covid, cas sanitaire assez délicat pour le monde entier, mais qui a su nous permettre de nous faire connaître. Donc, on part de là. La cuisine, c'est une passion, en dehors du marketing. Et puis, le Covid étant... qui avait permis aux autres de rester restreints, le besoin se faisant sentir, ben voilà, on a lancé la marque. Toute l'artillerie a été déployée. Donc, voilà, donc du coup, voilà. Ailleurs, on a des restaurateurs, des restauratrices qui engagent des personnes pour leur communication marketing. Ici, on a tout en un. Comment? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux nous permet de pouvoir tout de suite communiquer assez rapidement. Donc, avec le Covid, les uns et les autres étant chez eux, on est tous sur Facebook, Instagram, tout ce que vous connaissez. Donc, du coup, ça va vite. Un post, et puis c'est le boom. Aminata Kamagaté, vous êtes chef d'entreprise, on l'a dit, et restauratrice également. Comment vous démarrez votre business de la restauration? De la restauration, tout a commencé depuis l'âge de 13 ans. 13 ans? Oui, 13 ans. Je suis une grande passionnée de cuisine. Entre griffes. La cuisine et moi, c'est une longue et belle histoire d'amour. Voilà. Donc, depuis pratiquement 5 ans, je suis beaucoup intégrée dans les groupes culinaires des réseaux sociaux où je fais des publications. Je mets en ligne tout ce qui est partage des épices, histoire de... Parce que, excusez-moi, mais il y a des femmes qui ne savent pas faire la cuisine. Il y a des hommes également. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir de leur faire partager tout ce que j'ai comme expérience. Et je peux dire, à une semaine du Covid, il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont contacté. Mais madame, on voit vos plats, vraiment, nous sommes intéressés. Mais pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas un restaurant? Je leur ai dit, écoutez, ouvrir un restaurant, c'est pas facile, c'est pas aussi simple. Et dans le même moment, j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement. Et un matin, comme on le dit, boum, c'est parti pour la restauration en ligne. Vraiment, c'est un métier que je fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Malgré les nombreuses contraintes, mais je ne vais pas relâcher. Puisqu'on a deux restauratrices professionnelles sur le plateau, nous allons parler un peu de restauration. La formation pour être restaurateur. Il y a des autodidactes qui ont appris à le faire auprès de maman. Il y en a qui ont appris à le faire sur Internet. Il y en a qui ont la passion pour la chose. Et il y a des écoles. Comment est-ce que vous voyez le volet formation dans ce domaine? Le volet formation est très important, d'autant plus qu'il est méticuleux et puis il nous apprend encore plus d'astuces. Je le dis parce que je ne suis pas de formation culinaire et tout, mais j'ai côtoyé ce domaine. Il nous arrivait parfois de faire des formations à des personnes pour accentuer leurs connaissances en matière de cuisine, parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Et donc, d'abord, il faut être passionné. Il faut aimer la chose et chercher à toujours découvrir, à apprendre et apprendre. Donc la formation en cuisine est très importante. D'où toutes nos écoles d'hôtellerie aujourd'hui, de formation qui permettent à ces jeunes gens-là d'avoir, comme on dit, l'art culinaire, le styliste culinaire. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Elle évoque plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Quels sont les aspects qu'il faut au moins savoir quand on veut embrasser ce métier de restaurateur ou restauratrice? La base, c'est la passion. Si vous n'avez pas de passion, c'est même pas la peine de vous envisager. C'est pas évident même que le sentir. Voilà, la base, c'est la passion. Bon, moi, personnellement, je suis juriste à la base. Juriste et après agro-transformatrice et puis chef d'entreprise et puis restauratrice. Donc vraiment, quand vous voyez mon parcours, je n'ai pas reçu de formation culinaire, mais ça va venir avec le temps. Tout ce parcours-là, qu'est-ce qui vous passionne le plus? C'est la restauration. C'est la restauration.
c'est la restauration. Mais pour pouvoir embrasser le métier de l'agro-transformation aussi, il faut aimer la cuisine. Il faut aimer parce que lorsque vous prenez un produit local, je prends l'exemple du baobab, qui va subir plusieurs transformations. Si vous n'aimez pas la cuisine, les étapes et voilà, effectivement, les deux vont de pair. L'agro-transformation, la cuisine, l'épicerie, tout ça, ça va dans le même domaine. Voilà. Parlons des contraintes liées à ce métier. Avant même de rentrer dans la question de la Covid-19, au quotidien, vous êtes avec des clients, vous êtes avec des personnes avec lesquelles vous travaillez. Quelles sont les contraintes de ce métier? Les contraintes, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup, je pense que on partagera même, je pense qu'on aura les mêmes opinions parce que c'est pas facile. Déjà, c'est un e-commerce qu'on fait. On n'a pas un lieu précis, je veux dire un restaurant ouvert et tout. Donc pour le moment, comme elle a dit, à l'avenir bien sûr, mais voilà, on a besoin, on a aussi une demande, c'est que les gens puissent faire la transaction de ce que nous faisons pour un autre bord, comme on dit, la communication de A à B. Et on rencontre beaucoup de difficultés, notamment dans la livraison des plats, les heures d'arrivée, les heures de départ. Et on a nos livreurs qui sont parfois pas très sérieux. Et puis mieux, quand le client, je dis, ouvre sa porte et puis voit que le livreur n'est pas présentable, du coup se dit, là où on ne peut pas, n'est pas propre. Il peut repartir même avec la nourriture. Prenons le livreur. D'accord. Comment est-ce que le livreur doit être en termes de formation, en termes de tenue, pour que ça puisse faire effectivement du marketing et avoir d'abord, aujourd'hui, ici en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, on a la plupart des livreurs qui ne sont pas forcément allés longtemps à l'école. Mais déjà, le B.A.B.A., c'est d'être présentable, savoir parler aux clients. C'est-à-dire quand tu arrives, bonjour madame, bonjour monsieur, je suis venu pour une... Mais pas, allô, oui, bonjour. Non, ça ne présente pas bien. Du coup, pas derrière l'entreprise ou la personne qui fait la nourriture. On peut couper l'appétit. Voilà, l'image même de la personne. Elle est aimable au téléphone, mais en réalité, voilà ce qu'elle nous présente. Alors que c'est pas ça. Donc déjà, devant le client, il doit être courtois et puis savoir s'adresser au client. Ça, c'est important. Toujours sur le livreur. Bon, moi, j'ai quelque chose à ajouter pour dire que, comme contrainte, on peut citer 3 contraintes. Les contraintes climatiques, les contraintes au niveau des ressources humaines, dont le livreur, comme elle a dit, et des contraintes matérielles. Les contraintes climatiques, on peut parler de la pluie, parce qu'il y a certaines entreprises de livraison, lorsqu'il pleut, ce n'est pas la peine de les contacter. Et nous, en tant que restaurateurs, restauratrices, ça nous pose un gros problème. Au niveau des ressources humaines, c'est vraiment le recrutement des livreurs de la part de nos sociétés. C'est un gros problème. Il peut arriver souvent, il y a des livreurs qui ne parlent même pas le français. Mais qui les recrute s'ils ne parlent pas français? La société. Voilà, c'est la société. Donc c'est un gros problème. Récemment, je disais à une dame qui a une société de livraison, mais écoutez madame, ici nous ne sommes pas dans un pays anglophone, nous sommes dans un pays francophone. Donc la base c'est le français. Mais si le livreur ne parle pas le français, vous voyez, ça pose problème. Un problème de communication. Problème de communication. Et puis l'habillement, l'hygiène, il y a d'autres qui viennent carrément, excusez-moi, mais en tapette, avec des jeans déchirés, en sandales, voilà, avec un démembré. Mais quelle que soit la profession que vous allez exercer, même si vous êtes éboueur, il faut être présentable, c'est très important. Et respecter son métier. Voilà, et respecter son métier. Parce que de plus en plus, la jeunesse n'a pas de travail, il y en a qui en trouvent. Et effectivement, il y a d'autres qui négligent. Alors que moi, je pense que le succès a une base. Le succès a une base. Aujourd'hui, tu es livreur, mais demain, tu pourras avoir ta société de livraison. Tu peux avoir ta société de livraison, employer des millions, pourquoi pas des milliards de personnes. Mais comme je le dis, dans les contraintes des ressources humaines, les livreurs. Et lorsqu'on fait des retours aux sociétés de livraison, malheureusement, on n'a pas de réaction. Et la même chose se répète. Voilà, la même chose se répète. Et on a aussi les retards. C'est vraiment certains vont accuser les embouteillages, les bouchons, oui, mais est-ce que ça se justifie? Non, ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses. Déjà, en allant vers les sociétés de livraison, avant de signer le contrat, moi je leur dis 10h30, c'est 10h30. 11h30, c'est 11h30. Parce que le travailleur, il mange à midi. Le travailleur ne peut pas manger à 15h ou à 16h. C'est pas possible. C'est pas possible. Et mieux, nous-mêmes, nous vont très tôt.
Voilà. Pouvoir satisfaire on se lève très tôt, souvent à 2 heures, à 3 heures, s'il y a des processus de marinade ou bien s'il y a des sauces à faire. Surtout à cause de la quantité parfois. Voilà. Parce que en tant que restauratrice, lorsqu'il y a la quantité, du coup, tout devient minutieux. Il faut servir tout avec attention. Donc, une fois que c'est raté, c'est raté. Donc, pour éviter cela, nous sommes à l'heure. Donc, on souhaite aussi voir les livreurs être à l'heure, être polis envers la clientèle et puis, voilà, être patient. Quand on parle de nourriture, parfois, il faut que ça tienne chaud. Voilà. Et vous avez parlé de midi 13h. Oui. Est-ce que c'est facile de souvent livrer dans les conditions dans lesquelles vous avez remis le plat au livreur? Non, pas tout le temps. Parce que quand il doit faire des tours qui ne respectent pas les heures, ou alors il vient en retard. Donc il doit faire vite, ça bouscule. Et puis parfois, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, on est en train de développer le secteur concernant les paquets emballages. Donc pour tenir chaud, pour maintenir et tout, on y travaille. Mais déjà ce qu'on a de base, c'est les takeaway, tout ce que vous voulez, les bowls et tout ce que vous voulez. Mais s'il est rapide, il peut même faire des tours. Mais le problème c'est qu'on est obligé de faire un itinéraire pour que ça aille plus vite. Mais parfois, le dernier... Vous n'avez pas de moyen de suivi. Non. Voilà. Parce que là, on n'a pas encore émis le système de traceurs sur les motos pour l'instant. Mais je pense que ça va venir. Mais le temps de faire tout cet itinéraire, les 2 derniers vont forcément arriver froid. Donc, vous avez parfois ceux qui reçoivent chaud et ceux qui reçoivent ça froid. Moi, dans mon cas, par exemple, je fais des tratras. Et quand je fais les tratras, c'est bon quand c'est chaud. Je fais double emballage pour que ça tienne. Mais malgré ça, ils reçoivent ça quand même un peu froid. Alu, pour tenir chaud, takeaway pour fermer. Mais le temps qu'il met pour arriver. D'accord. Parlons aussi de la sécurité. Oui, ça, la c'est sécurité. Aussi un problème. Oui, il y en a qui, il y a des livreurs qui certainement ont donné des arguments pour leur emballage. Bien sûr. Ça peut être vrai comme le pas. Oui. Il y a d'autres. Lorsqu'on parle de sécurité, je vais rajouter un petit détail, la mauvaise foi. Il y a d'autres carrément qui partent avec la moto. Et le plat et l'argent. Parce que lorsque vous faites une livraison automate, soit le client paye par des transferts mobiles, soit aussi il paye avec la liquidité. Et la liquidité, c'est le livreur qui le reçoit. Un problème de sécurité, ils partent carrément avec la moto, même avec le GPS, puisque maintenant, je ne sais pas s'ils font des études pour ça, mais ils ont la capacité de détourner le GPS. Ils trouvent toujours des systèmes. Ils trouvent toujours des systèmes. Donc vraiment, ça aussi, c'est une grosse contrainte. D'accord, on a vu que dans la crise sanitaire, tout le monde était confiné, chacun chez soi, les mouvements étaient vraiment limités. Vous, au niveau de votre métier, qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a eu un boom. Les personnes qui avaient des difficultés à aller faire le marché, à aller se déplacer, passaient juste des coups de fil. Je qu'on parle un peu de cette période. Mais mieux, difficultés de marché et tout, mais parfois, ils ont des envies. Comme je dis, les réseaux sociaux, ça part très vite. Donc, du coup, tu vois la dame en train de préparer, ou elle en direct, ça te donne envie. Surtout que tous les restaurants avaient fermé. Les restaurants traditionnels ont fermé. Donc, ils ont envie et ils se disent, attends, tiens, j'ai pas pensé à midi ou au goûter. Pourquoi pas appeler le restaurant ou la dame qui fait, et puis paf, c'est parti. Donc, du coup, ça favorisait plus, je dis, l'engouement de ce volet e-commerce. Donc, du coup, le Covid est vraiment bien parti pour nous. C'est vrai qu'on s'est fait comme les difficultés que nous rencontrons sont terribles. Et là, vous avez probablement des astuces pour contourner toutes ces nombreuses difficultés. On essaie tant bien que mal. Comme vous voyez, à chaque métier son risque. À chaque métier son risque, mais on essaie tant bien que mal de trouver des solutions pour pallier tout cela. Mais on va y arriver parce qu'on va y arriver. D'accord. Dites-nous, un client qui veut faire une commande, quels sont les procédés jusqu'à la livraison? Ça se passe comment? Bon, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Il y a 2 procédés. Puisque moi, personnellement, j'ai l'habitude de faire la plupart de mes publications sur les réseaux sociaux. D'abord, sur les réseaux sociaux, il me laisse un message et ensuite, moi, je lui réponds par appel téléphonique. Et par appel téléphonique, j'ai le temps de suivre la traçabilité de ce qu'il veut et le lendemain, par la grâce de Dieu, il est livré. Ou encore, j'ai une page, j'ai des pages sur tous les réseaux sociaux.
au moins 2 ou 3 fois dans la journée, j'essaie de vérifier si je n'ai pas des messages. De par la page, le client peut voir mon numéro et me contacter directement sur mon téléphone. C'est exactement. Oui, c'est pareillement la veille ou 2 jours avant. Par exemple, pour mercredi, déjà, j'ai posté depuis hier. Donc, je prends déjà les commandes écrites. Comme elle dit, la traçabilité aussi par les échanges, soit Messenger ou carrément sur le poste. Et puis, on fait le suivi jusqu'au jour J. Quand on prépare, on fait les livraisons en fonction. Mais on a des personnes parfois qui vous prennent de court. Ça arrive. Et comment vous gérez? Normalement, pour une bonne restauratrice, elle ne dira pas le contraire, il y a toujours une marge de quantité. En fonction, c'est pour ça qu'on demande parfois qu'ils puissent réagir à nos publications. Parce qu'on ne peut pas aussi se permettre de faire de grosses quantités de nourriture. Et puis après, ça va rester sous la main. Voilà. Donc, quand je prends un exemple 10 commandes, on peut aller sur une marge de 15 commandes. Là, on est sûr qu'il y a forcément des gens qui réagissent en retard, ou soit qui n'ont pas vu la publication, mais qui sont intéressés. Donc, du coup, ça nous permet de boucher ça. Et puis après, si c'est trop serré, on lui dit non, carrément dans 2 jours, ça sera le même plat. Si vous êtes intéressé, je prends la commande maintenant. D'accord. Puisqu'on parle des clients, on entend souvent dire que le client, il est roi. Comment vous percevez cela? Oh, monsieur Thomas, c'est le revers de la médaille. Il est pourtant roi. Oui, il est pourtant roi. Il est pourtant roi. Il est pourtant roi. On fait tout, en tout cas en tant que restauratrice, on fait tout pour garder le cap de ce dicton parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. C'est pas facile. Même si, bon, il y a certains clients qui abusent, mais on fait du mieux qu'on peut pour les satisfaire. Effectivement, le client est roi parce que nous, en tant que restaurateur, restauratrice, on va faire des achats ailleurs et là-bas, on nous traite comme des rois. Donc, voilà, c'est le revers de la médaille. D'accord, puisqu'on parle aussi de digitalisation Internet pour promouvoir ce que vous faites, la plupart du temps, on voit des images qui ne sont pas des images réelles. Ou du moins, on fait des commandes et parfois, on se rend compte que la quantité, ou même pas la qualité, puisqu'on n'a pas goûté, mais la quantité, la présentation n'est pas la même. Comment vous gérez? Ça me fait sourire et ça me revient justement à le styliste culinaire dont je parlais. Parce qu'en réalité, pourquoi avoir des belles images pour vendre? Le marketing. Il faut faire de belles images. Donc, on a parfois, c'est pas le plat réel, mais on est obligé de ne pas le précuire trop fort et puis faire de belles photos. Parce que le client, il voit l'image, il a l'appétit. Mais quand il voit le plat, c'est justement ça que je dis qu'il y a 2 cas. Le styliste culinaire pour vendre ou mettre dans un magazine ou justement pour nos affiches, il faut vraiment le légume ou le produit quand il est trop cuit, mais ça ne peut pas donner voilà. Donc du coup, ça, il y a ce volet-là. Et puis moi, il y a cette astuce propre à moi que j'ai mis, comme je disais, le direct. Je fais le direct. Parfois, quand je finis de dresser mes plats, je fais le direct. Et normalement, quand c'est chaud, qu'on vient de présenter, ça donne l'allure. Mais après, quand on ferme, il y a la chaudière de l'emballage. Maintenant, il y en a qui sont de mauvaise foi. Eux, c'est des photos, sinon en réalité, comme on dit, ils nous vendent des illusions, quoi. Donc, moi, personnellement, je m'arrange à faire pareil que sur les photos. Je n'ai pas reçu de formation pour décorer mes plats, mais vous aurez l'occasion de partir sur ma page de la même manière dont je présente sur les photos des réseaux sociaux. C'est de cette même manière que je sers le client. D'accord. Il n'y a pas de différence. En tout cas, je m'arrange, enfin, quand je dis je m'arrange, j'essaie de m'adapter. Parce qu'il y a des clients qui sont très compliqués. Elle va dire, ah, mais sur la photo, voilà, tu as mis persil, tu as mis du persil ici, tu as mis de l'oignon, mais voilà, moi je reçois, il n'y a rien. Donc j'essaie de m'adapter. Voilà, avec le développement, oui, allez-y. Mais il faut pour revenir, pour compléter ce qu'elle dit, c'est que nos appareils photo que nous utilisons, c'est pas parfois de notre faute, mais la qualité aussi de l'image de l'appareil. C'est ça. Tu vois, moi par exemple, quand je fais du garba, dans les condiments, mais c'est coloré, mais tu vois tout ce que tu veux. Et en direct, tu as ça exactement sur la fiche. Parfois, une tierce personne qui fait la photo, par exemple, me transmettre, je vois joli, je veux retransmettre aussi, ça peut arranger encore plus, donner une clarté. Donc du coup, ça fait miroiter, mais en réalité, bon, c'est pas mauvais aussi. D'accord. Toujours est-il que vous, les prestataires, vous tenez compte et vous tiendrez toujours compte des aspirations des clients pour pouvoir développer ce secteur. Qu'est-ce que ce secteur de la livraison, avec son développement aujourd'hui dans la période de Covid, apporte au niveau économique?
Bon, je peux dire qu'il apporte un plus à l'économie. La plupart du temps, les gens qu'on reçoit n'aiment pas dire leur chiffre d'affaires, de peur de se faire poursuivre par les impôts et autres. Mais dites-nous, qu'est-ce que ça apporte à l'économie en termes d'emploi, en termes de ressources? Oui. Moi, je pense que la livraison, surtout dans la crise sanitaire, apporte une augmentation au PIB même de l'économie parce que ça crée de l'emploi. C'est très important. Bon, depuis un certain nombre d'années, il y a la jeunesse en particulier qui se plaint. Oui, il n'y a pas de travail. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Dans les entreprises, c'est bouclé. La fonction publique également. Mais moi, je pense que la livraison en tant que telle, si c'est un secteur juridiquement parlant qui est bien axé, qui est bien organisé, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ça va apporter beaucoup à l'essor de l'économie ivoirienne. Si. Oui. Surtout qu'il est en train de se développer. On voit maintenant aujourd'hui de plus en plus des gens qui créent des sociétés de livraison à moto. Donc je pense que ça apporte beaucoup, en plus, comme on a dit, au PIB. Et puis l'emploi surtout aux jeunes gens. Donc c'est pour ça qu'on interpelle qu'ils prennent ce secteur-là au sérieux. C'est pas banal, c'est pas parce que c'est une moto. Non, mais écoute, c'est l'instrument de travail, donc il faut le prendre au sérieux. Donc aujourd'hui, on a l'emploi. Et puis même, je peux dire, les maisons qui fabriquent les motos qui ont quand même un coût assez élevé aujourd'hui parce que ça marche. Il y a des commandes d'ici ou d'ailleurs. Donc il y a forcément un développement qui se fait à ce niveau-là. D'accord. L'autre question, c'est pour vous deux. Nous sommes dans la période de crise sanitaire. Vos restaurants, pour l'instant, sont en ligne. Lieu de préparation, livraison. Des deux modèles, si vous devriez, par exemple, avoir un restaurant à l'avenir, ouvert physiquement, traditionnellement, et en même temps poursuivre le e-commerce et choisir l'option exclusive du e-commerce par rapport aux réalités, aux bénéficiaires, tout ce qui va dedans, qu'est-ce que vous choisirez? Commence par vous. Le e-commerce. Le e-commerce, c'est-à-dire exclusivement. Oui, Pourquoi? exclusivement. Bon, parce que moi, personnellement, la plupart de mes clients, lorsque je prends mes différents business, à 90%, et c'est un sondage exact à 90%, tous mes clients d'ici et d'ailleurs, c'est sur les réseaux sociaux que je les ai rencontrés. C'est vrai que, bon, en dehors du e-commerce, il y a de bouche à oreille, mais écoutez, c'est pas évident. C'est sur le e-commerce que j'ai rencontré la plupart de mes clients, la plupart de mes fournisseurs, et je pense que c'est parti pour une longue durée. Rita Kofi. Je suis d'accord avec elle, mais mieux, vous avez demandé de choisir, sinon ça va de pair. Parce que lorsqu'on est un local, c'est plus facile pour les personnes qui n'ont pas forcément Internet ou qui ne sont pas forcément focus sur Internet, qui ne sont pas loin aussi du lieu, qui peuvent venir et puis aussi apporter d'autres personnes. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que l'ascension du e-commerce est, on va dire, la meilleure. Mais en tout cas, ça va vite. Elle n'est pas à négliger. Voilà, elle n'est pas à négliger. Et puis, je pense que ça ne change en rien, même si on a plusieurs locaux de vente. Ça ne change en rien parce que même quand tu as le restaurant, tu as encore des coups de fil. Bien sûr. Les gens ne se fatiguent plus puisque ça vient à eux. Donc, moi, je pense que les deux vont de pair, mais ce n'est pas à négliger. Même si on n'a plus de crise sanitaire, le e-commerce demeure. D'accord, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission et la question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que vous voyez l'après-Covid? Puisque la Covid-19 a été un tremplin, un canal pour développer ce business. La Covid va finir, nous en sommes convaincus. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que le chiffre d'affaires va baisser? Est-ce que les clients ont été fidélisés? Vous allez continuer de les fidéliser? Quelles sont vos projections? Le chiffre d'affaires va toujours augmenter. Il va réaugmenter encore. Parce que là, vous avez donné une habitude. Bien sûr. On va toujours rester, même si la Covid va se terminer, mais on reste toujours dans les mesures de protection. Mais le chiffre d'affaires va augmenter parce que dans cette période de Covid, on a su gérer la clientèle, on a su créer un climat de fidélisation de la clientèle. Confiance. Voilà, de confiance. Voilà, donc on reste toujours sur cette lignée et la prospérité sera devant. Je suis d'accord avec elle. Ça sera toujours mise. Je pense qu'on a déjà, comme on dit, la prise de contact. Et puis après, ça part. Voilà. Donc, avec la confiance de bouche à oreille aussi, ainsi que les réseaux sociaux, je pense que ça sera encore perfecto. D'accord. S'il y a des choses à améliorer, ce serait quoi, par exemple? Comme on a dit, on va tabler sur les livreurs surtout. Les livreurs.
Les ressources humaines. Les ressources humaines, comment se présenter. Et si possible, donner des formations. Des formations. Nous-mêmes, on peut être ce canal-là de formation parce qu'on vit au quotidien, on est sur le terrain, on sait plus ou moins ce qui se passe, on sait aussi ce qu'ils disent, puisque nous aussi, on reçoit parfois des colis d'autres personnes. Donc, on peut donner aussi des formations et ça peut être, pourquoi pas, une école de formation de livreur. Merci Rita Kofi. Je rappelle que vous êtes ingénieure marketing et restauratrice. Oui, merci d'avoir accepté de venir à cette émission. Tout le plaisir était pour moi. Aminata Kamagaté, vous êtes également chef d'entreprise, restauratrice. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Merci, le plaisir est partagé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Thank you.